bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ainsi que les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Alors cette semaine, bien, j'ai passé beaucoup de choses, hein, donc déjà j'ai pas pu faire ma vidéo lundi parce que avec les réveillons et compagnie, j'étais complètement prise dans les préparatifs des fêtes. J'ai passé beaucoup de journées dans les fourneaux, donc de samedi jusqu'à lundi. Hier encore un tout petit peu, mais moins, puisque tout était déjà grosso modo prêt, vu que, étant donné que je fais toujours de trop, il y avait toujours de la bûche, il y avait toujours de tout. Donc du coup, hier, j'ai préparé un petit gratin de poisson. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a déjà eu la fin du monde. Enfin, on est passé la fin du monde. On est l'après maintenant. On est l'après fin du monde. Et vous voyez qu'on s'en tire bien, mais je l'ai toujours dit qu'il ne se passerait rien. Vous étiez tous là à vous tracasser pour des bêtises, en fait. Et moi, je savais qu'il ne se passerait rien du tout. Donc, je suis très sereine. C'est pas comme si j'étais restée jusqu'à minuit 32, la nuit de vendredi à samedi, à regarder mon petit compteur qui s'agitait jusqu'à temps qu'on passe minuit 33 et que je me dis ça y est, cette fois c'est fini, il n'y en a plus. Enfin, voilà, donc c'est terminé. Je suis un petit peu triste, je dois vous avouer, parce que j'avais pris l'habitude voilà, d'en parler, d'en rigoler, de blagouner avec ça. Et du coup, maintenant, il n'y a plus. Voilà, ça fera plus. Si je vous parle que j'ai peur du 21 décembre, vous allez dire, mais elle est folle ou quoi, on est passé. Donc il faudra que je trouve une autre. Voilà, il faut que je trouve autre chose pour essayer de faire de l'humour con. Enfin bref, moi je trouverai, il y a moyen, il y a moyen. Donc ensuite il y a eu mon anniversaire, 31 ans. Cette fois c'est bon, on a vraiment les pieds dans la trentaine, hein, les deux pieds dedans même, hein, donc ça va, ça n'a pas été plus dur que l'année passée. De toute façon j'ai passé ma journée à cuisiner, donc autant dire que ma journée d'anniversaire je ne l'ai pas vu filer. Ça a été la pire journée de toutes. Voilà. D'ailleurs, mon père, déjà le matin, quand il m'a vu arriver à 8h30 dans la cuisine pour commencer à préparer ce que je devais faire, a eu failli avoir un infarct parce que me voir à 8h30 un dimanche levé, c'était juste du domaine de pas possible. Voilà. Donc quand il m'a vu, il m'a fait: t'es déjà là, toi, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, donc déjà, première surprise, me voir débouler à 8h30 à la cuisine en me disant: je viens pâtisser, tout va bien. Oui, parce que vous voyez, j'avais les bûches à faire, parce que comme c'était des bûches qu'il fallait mettre au congélateur et compagnie, il fallait qu'elles soient prêtes avant. Puisque j'ai fait une bûche sorbet à l'ananas parce que ma soeur voulait quelque chose. Elle voulait d'abord des noix. Elle voulait des noix. Mais j'ai pas trouvé de recette avec des noix et surtout il fallait de la liqueur de noix et je n'avais pas de liqueur de noix. Donc comme je n'avais ni liqueur, ni arôme, ni quoi que ce soit à part des noix, c'était dur. Donc du coup je me suis dit on va partir sur autre chose qu'elle aime bien. Donc je suis partie sur une bûche à l'ananas. Et donc j'en avais vu une dans mon petit livre que je vais vous montrer tout à l'heure, où il fallait du sorbet à l'ananas. Puis je dis: oh bah papa il a bien ça dans son magasin, du sorbet à l'ananas, je vais pas me casser la tête, hein. De toute façon j'ai pas de sorbetière, moi je ne vais pas faire de la glace. Et c'est là qu'il me dit: mais non, je n'ai pas de sorbet à l'ananas. Et je dis: ah ok. Donc il a quand même fallu que je me triture un peu le cerveau et surtout que je remercie la personne qui travaille au magasin avec mes parents. Je peux pas citer son nom dans la vidéo quand même, parce qu'il m'a dit: oui mais ma maman elle sait faire des sorbets sans sorbetière. Je dis: ah, ça pourrait me sortir un peu de la merde ça. Donc du coup je suis allée la voir et je lui ai demandé pour avoir la recette sorbet sans sorbetière. Et donc j'ai fait du sorbet à l'ananas, toute seule comme une grande, où il a fallu mixer toutes les heures. Chaque fois il fallait le reporter au congélateur, le ressortir, mixer tout, remettre au congélateur. Voilà, tout ça a été le cirque. Jusqu'à 11h au soir, j'ai mixé toutes les heures. Voilà, pour que le sorbet soit bien prêt pour le lendemain. Donc j'ai préparé les bûches. J'en ai fait une autre. C'était une bûche tiramisu, donc j'avais pas capté qu'il fallait la mettre au congélateur non plus, celle-là, parce que nous on dit congélateur parce que congèle, voilà, mais vous dites réfrigérateur, vous allez dire oui, réfrigéré. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais voilà, du coup, comme c'était écrit réfrigérateur, j'ai pas pensé que réfrigérateur et congélateur ça faisait qu'un. Donc moi je l'ai mis au frigo. Voilà. Donc le lendemain, j'ai dit: non, dis donc, ma bûche n'est pas prise, c'est pas normal ça. Puis j'ai relu le bouquin réfrigérateur. J'ai dit: tiens, il faudrait peut-être la mettre au congélo aussi. Donc je l'ai mise au congélo. Donc ça a été. Donc il a fallu que je trouve une deuxième gouttière pour mon autre bûche, puisque du coup, j'en avais plus l'autre. Enfin, vous voyez, ça a été toute une. Voilà, il a fallu que je fasse mes gâteaux d'anniversaire aussi.
D'ailleurs, les photos, il faudra que je vous les mette sur l'ordi. J'ai enfin le câble de l'appareil photo de mon papa, donc je vais pouvoir vous les montrer. Surtout celle de mon anniversaire, je pense que ça va vous rappeler des choses. Donc je vous les mettrai sur ma page Facebook. Donc si jamais, ben, pour ceux qui ne me suivent que sur YouTube, vous regardez en bas, je vous mettrai le lien vers ma page Facebook où vous pourrez voir donc les photos de mes gâteaux et de mes bûches qui étaient quand même très jolies, recouvertes de meringues italiennes que j'ai chalumées. J'adore chalumer. Il faut savoir que voilà, je me suis trouvé une passion, c'est chalumer la meringue. J'adore faire ça. Je pense que je pourrais le faire indéfiniment. Je préfère faire ça que de cramer les crèmes brûlées, par exemple. Voilà, moi je préfère chalumer la meringue italienne. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai un scoop pour vous, quand vous mettez la meringue italienne au récongélateur, elle ne gèle pas. Ah ah ah, vous voyez, hein, quand même, on en apprend des choses. Hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup pâtissé. J'ai eu des beaux cadeaux à mon anniversaire. J'ai ma petite gale qui m'a envoyé un petit colis qui est arrivé lundi, puisque bon, moi j'arrête toujours la semaine au dimanche pour vous faire des vidéos. Mais comme ça fait partie de l'anniversaire qui était dimanche, et ben hop, j'ai rien intégré les cadeaux de gale dans la vidéo. Donc pour le reste, tout ce qui est arrivé depuis lundi et forcément mes cadeaux de Noël, bah, ce sera pour la semaine prochaine. En tout cas, en ce qui concerne les livres, hein, je ne vais pas vous montrer le reste parce que bon, j'ai eu un moulinex, vous voyez, pour faire du haché. Enfin, vous mettez les oignons dedans, et ça fait des petits morceaux d'oignons tout seul et tout ça. Enfin, un hachoir, quoi, électrique. Parce que j'en avais marre de pleurer en faisant des oignons et qu'il faut que je mouline aussi mes amandes pour faire des macarons et tout ça. Donc, je me suis dit que ce sera beaucoup plus facile si j'ai un hachoir. Donc j'avais demandé un hachoir. J'ai eu aussi un Babyliss. D'ailleurs, regardez, une magnifique tête avec ce nouveau sèche-cheveux. On a l'impression que je suis allée chez le coiffeur, alors que pas du tout. Voilà, donc je suis très contente. Et j'ai eu des livres, évidemment, mais je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Puis là, je me suis assise sur le cadeau de Chéri, parce il a demandé une chaise de bureau, lui, parce que celle qu'il avait à l'ordi, elle était pourrie. Donc du coup, je me suis dit, comme il n'est pas là et qu'il travaille, bah, je vais lui piquer sa chaise pour faire la vidéo. Autant qu'à faire, autant être bien. Voilà, et dernier petit truc, mon sapin, parce que vous ne l'aviez pas encore vu. Cette année-ci, j'ai pas le chapeau de Noël, donc je me suis dit que j'allais le mettre près de mon sapin pour que vous puissiez le voir. Sapin, comme vous pouvez le constater, qui est plus grand que celui de l'année dernière. Mais voilà, j'ai craqué. Et puis moi, j'aime bien les grands sapins. Moi, quand je vois des petits sapins, ça me fait pas penser à Noël. Moi, c'est toujours des grands sapins. Depuis que je suis toute petite, chez mes parents, on a toujours eu des gros sapins, donc... Ouais, je suis contente de mon sapin de cette année-ci, sauf que c'est un peu le sapin de pisse. Vous le voyez pas de ce côté-ci, mais je vous assure qu'il penche. Hein. Quand vous regardez, quand vous venez de la porte, il penche. Mais ça, c'est à cause du tronc. Il est tordu sur le dessus. Enfin, il fait ça, quoi. Donc, du coup, il est pas droit. Quand j'ai vu ça, on l'a pas vu sur le moment, parce que quand il tenait le monsieur pour nous le montrer, il était bien droit, il était parfait. Je dis, oh, le sapin de mer avait tout. Puis on le met sur le pied, on le met ici, et je dis, oula, il penche. Alors on a essayé de bidouiller un petit peu pour essayer que ça se voit moins, mais bon, de ce côté-ci on ne le voit pas, mais quand vous venez de la porte, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment pisse quoi, mais bon, je l'aime quand même bien mon sapin, je trouve qu'il est joli avec toutes ces petites guirlandes. Vous voyez une guirlande, oui voilà, je ne suis pas encore prête de présenter la météo. Voyez la petite guirlande couleur, enfin il y a du rouge, du vert, du bleu, et elle fait un effet fantomatique bleuté. Ce n'est que pour vous sur la vidéo, c'était cadeau en plus, je ne sais pas, mais moi elle fait pas ça hein, en vrai, hein, donc voilà, vous tracassez pas. Enfin voilà, donc ça fait 9 minutes que je blablate et j'ai même pas encore commencé mes livres de la semaine passée, donc on va peut-être passer un petit peu à l'essentiel de la vidéo parce que je suppose que c'est pas pour me regarder et dire n'importe quoi que vous me regardez, vous venez là. Et je m'aperçois en plus que j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux Noël parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai dit il y a 9 minutes. Donc du coup, autant le dire 2 fois que pas du tout. Donc, joyeux Noël à tous! Alors, la semaine passée, je vous quittais, j'étais en train de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers de le tome 1 de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Roman dont je raffole de la couverture, elle est vraiment magnifique. Un super roman, franchement, j'ai adoré. C'est une très belle histoire. Moi, je vois un petit peu ça comme une histoire de conte pour enfants. Quand vous voyez un petit peu le contenu, ça fait rêver en fait comme
comme quand vous étiez gosse et que vous lisiez un truc comme Charlie et la chocolaterie ou quelque chose comme ça. J'ai pas lu Charlie et la chocolaterie, mais voilà, l'univers chocolat. Bon, ici, on n'est pas dans un univers chocolat du tout. Mais voilà, il y a des petits rappels où on vous présente un monde fantastique dans lequel vous avez bien envie d'aller, de connaître ces gens, de rigoler avec eux, de partager des moments. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous rappelle brièvement l'histoire. Donc on suit Jacob qui est un jeune garçon né par la ligne paternelle de parents juifs, donc par la ligne paternelle. Et donc il voue un culte à son grand-père depuis qu'il est tout petit, son grand-père qui n'arrête pas de lui raconter des histoires fantastiques. Il le prend pour un héros, son grand-père c'est un explorateur et lui veut être explorateur aussi. Son grand-père lui raconte plein d'histoires qui se passaient quand il était petit parce que suite donc à l'invasion nazie, il a dû se réfugier sur une île en Angleterre ou en Grande-Bretagne, enfin par là quoi. Et il a vécu là-bas les plus beaux moments de sa vie. Il racontait ses histoires, il se souvenait d'une grande maison, on voyait les enfants qui rigolaient partout, mais avec des choses un peu surnaturelles, avec des enfants qui volent et des choses comme ça. Et au début, bon bah, et quand on est petit, forcément, on est crédule, on croit tout. Et plus il grandissait, plus Jacob se dit, mais en fait, il me raconte des carabistouilles, il peut pas avoir vécu tout ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et il va se détacher un petit peu des histoires de son grand-père, même si celui-ci reste pour lui une idole. Et plus il va vieillir, plus son grand-père aussi va péter un boulon, va lui téléphoner en disant qu'il faut qu'il lui donne accès à ses armes parce qu'ils sont revenus, ils en ont après, ils vont le tuer, après ils s'en prendront à Jacob. Jacob il comprend rien parce qu'il se demande mais c'est qui ces monstres dont mon grand-père me parle, il voyait pas du tout de quoi. Lui il pensait que voilà, les monstres à l'époque c'était les nazis. Et donc il se dit mais non papa il y a plus de nazis maintenant, ne t'inquiète pas. Et il va retrouver son grand-père dans le bois à côté de chez lui, qui est mort, pas presque mort. Et là il va voir une espèce de bête affreuse. Il va prendre peur, donc suite au choc avec le décès de son grand-père, plus cette bête qu'il va voir et qui est vraiment très moche là, eh bien, il va commencer à avoir des cauchemars, à ne pas dormir, ça va aller de mal en pis, et ses parents vont finir par l'envoyer en thérapie. Parce qu'en plus de ça, juste avant de mourir, son grand-père lui a dit quelque chose d'énigmatique qu'il n'arrive pas à comprendre, et donc il va essayer de parler tout ça avec son psy qui va l'encourager à essayer de comprendre un petit peu le message de son grand-père. Et il en vient à la conclusion que pour comprendre un petit peu toute cette histoire-là, il doit se rendre sur place, sur la fameuse île de l'enfance de son grand-père, pour pouvoir mettre les choses à plat. Et donc c'est un petit peu l'histoire du roman. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment adoré. Vous avez les photos qui parsèment le bouquin. Moi, je trouve ça génial parce que ça vous permet vraiment de visualiser de ce qu'on est en train de vous dire. Surtout quand ça concerne un petit peu... Je suis désolée, j'ai mon équipe château, il y a quelqu'un qui pense à moi. Mais surtout quand on a des choses comme ça qui sont un petit peu surnaturelles, ben, avoir les photos, ça donnait un petit plus. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé avoir ces photos qui étaient distillées dans tout le roman. Maintenant, gros bémol, c'est la quatrième de couverture qui pour moi est un peu trompeuse. On vous vend un livre en vous disant le roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Grosso modo, oui, ça se passe un peu pendant le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai pas vu de nazisme ou de persécution des juifs là-dedans. On en parle au début en parlant de l'histoire du grand-père, mais après tout, c'est tout. Voilà, donc il ne fait pas réfléchir du tout sur le nazisme. En tout cas, pas avec ce tome 1. C'est vraiment, il n'y a rien là-dedans. Donc moi, je m'attendais à un roman qui traite du sujet. Un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est une période de l'histoire voilà, sur laquelle j'ai beaucoup envie de lire des témoignages ou des romans, parce que je trouve ça très poignant et surtout, ça permet de se rendre compte un petit peu de toute l'horreur que c'était, quand nous, les générations qui n'avons pas vécu la guerre. Et là, je trouve qu'on nous vend une quatrième qui est totalement trompeuse, parce que quand vous lisez le roman, vous ne retrouvez pas ça du tout dans le récit. Moi, j'ai trouvé une sorte de conte pour enfants, mais j'y ai pas retrouvé de nazisme ou persécution des juifs ou la guerre. Oui, c'est juste le contexte, mais si on avait placé l'histoire, je sais pas moi, en 1700 ou en 1600, c'était pareil. Voilà, donc ça ne joue vraiment pas un rôle important. Maintenant, ça en jouera peut-être un dans les tomes suivants, mais en tout cas pour ce premier tome, pas du tout, et c'est là que va ma déception.
Alors ensuite, j'ai enchaîné avec une petite lecture sur le Kobo. J'ai pensé que ça ne me prendrait pas trop de temps. Mais finalement, je suis quand même restée 5 jours dessus pour 174 pages dans le Kobo, c'est un peu beaucoup. Mais c'était pendant la période des fêtes, donc on m'en voudra pas. Donc j'ai lu Le secret des damnés, le tome 1 Possession de Audrey Burgraff, qui est un livre auto-édité. Donc l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer son livre sur e-book pour que je puisse le lire et le chroniquer. Mais avant toute chose, je vais vous montrer quand même la couverture maintenant. Donc l'auteur avait présenté son livre comme une romance paranormale érotique, donc comme j'aime la romance, comme j'aime le paranormal et comme j'aime l'érotisme, je me suis dit pourquoi pas, après tout ça a l'air plutôt sympa. Donc je me suis lancée là-dedans et pour vous dire j'étais très déçue. Donc je vais vous expliquer tout ça après, je vais d'abord vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on suit Cristal qui a 21 ans si mes souvenirs sont bons, qui est une fille un peu volage, qui passe de lit en lit. Voilà, un mec pour elle, bah, c'est juste le temps de tirer un coup et puis après elle s'en va. Donc alors qu'elle rentre chez elle après un coup d'un soir, elle va se faire agresser par deux hommes et une femme qui veulent la trucider. Et donc elle fuit, mais ils la rattrapent. Et là apparaissent deux espèces de d'Artagnan en femme, de D'Artagnan femelles là, qui vont la protéger, qui vont faire détaler les trois autres et donc la sauver en lui disant que en fait elles sont ses chevalières et qu'elle la protège depuis qu'elle est toute petite, qu'en fait son papa qu'elle croyait qu'il l'avait abandonnée depuis qu'elle est à la naissance, et bien en fait non, son papa a eu un accord avec sa maman de la laisser vivre normalement toute son enfance pour qu'elle garde toute l'innocence et tout ça, et puis que bah, quand le moment serait venu, bah, il reviendrait dans sa vie, lui dirait la vérité sur ce qu'il est, pour qu'elle puisse prendre son destin en main. Et son destin, bah, c'est d'être une damnée et d'être la fille du Tout-Puissant, donc qui est celui qui dirige la secte des damnés. Mais elle prend vraiment ça pour une secte, hein, elle, au début. Hein. Bah, faut dire, quand vous raconte tout ça, forcément, vous dites c'est des illuminés, ces gens-là. Et elle va lui dire voilà, bah, t'es la fille du Tout-Puissant, c'est toi qui est amené à nous, qui sera amené à nous diriger quand ton père mourra. Et bah, il est temps que tu prennes un peu ton destin en main. Donc là, en fait, il y a d'autres sectes qui veulent prendre le pouvoir à ton papounet. Et donc ta vie est en danger. Donc il y a notamment l'ordre de l'enfer avec le prince Dimitri, qui est vraiment le mal incarné. Et lui, bah, il veut vraiment tuer ton père, il veut te tuer pour prendre sa place. Et on lui débite tout ça, pam. Et puis après, bon, bah, pas très contente, elle, hein, quand même. On lui dit, mais c'est quoi, c'est fou, elle y croit pas. Et on va l'amener sur l'île où se trouve Papounet, qui va s'en prendre plein la tronche et qui va quand même la transformer en damnée. Alors les damnés, il ne faut pas trop me demander ce que c'est parce que l'auteur reste assez vague. En gros, c'est des gens qui vivent plus longtemps que les humains, qui n'ont pas de régime alimentaire spécifique au niveau du sang déjà, qui ont des super pouvoirs, donc que ce soit physique ou de la magie, parce que la magie, qu'elle soit blanche ou noire, a une grande importance et qui guérissent vite de leurs blessures. Voilà, donc ils sont un peu différents de nous parce qu'ils ont de la chance d'avoir des super pouvoirs, mais sinon il n'y a pas de gros machins énormes au niveau des damnés. Et donc tout le roman bah, tourne autour de Crystal qui va prendre conscience de ses pouvoirs, essayer de les dompter, et qui va essayer bah, d'échapper au prince Dimitri qui, lui, veut vraiment la tuer. Voilà, donc comme je vous l'annonçais, j'ai été déçue, à bien des niveaux. Je sais même pas par où commencer. Tout d'abord, il y a l'héroïne, Crystal, qui m'a vraiment tapé sur les nerfs. Donc, outre le côté un peu trop volage de l'héroïne, le fait aussi qu'elle tombe amoureuse comme ça, sans fondement. Un gars qui a un limite un peu d'attention sur elle, et hop, elle va dire qu'elle l'aime, quoi. J'ai pas du tout accroché avec elle. Je l'ai trouvée naïve, gourde au possible, vraiment crédule. Elle voit rien, alors que vous avez mis le doigt dessus depuis le début. Et elle, voilà, c'est genre, il y a un élément prévisible à mort, ça je vous le dis. Dès le deuxième chapitre, on vous balance un truc avec une bonne femme qui dit qu'elle a une position importante dans l'ordre et qu'elle travaille en fait pour le prince Dimitri. Et ben vous, comme on vous a présenté les personnages, vous captez direct qui c'est. Même si vous doutez un peu en vous disant ça pourrait être celui-là, non ça peut pas être celui-là, vous dites à 90% sûr c'est celui-là.
Et puis elle, on va la mettre dans une situation où elle peut deviner justement l'élément que vous connaissez depuis le début. Et elle est là, mais ça me dit quelque chose cette voix. Ouh, mais je ne sais pas du tout, je ne me souviens pas, ça m'est familier, mais... Et vous dites, mais c'est pas vrai, mais t'es conne ou quoi? Enfin, je veux dire, c'est tellement clair pour tout le monde, sauf pour elle. Une vraie gourde. Voilà, moi, elle m'a vraiment agacée d'un bout à l'autre. Les réactions avec son père sont puériles, elle change d'avis, c'est une vraie girouette, cette fille. Enfin bref, moi, j'ai pas du tout aimé Crystal, j'ai trouvé qu'elle était une vraie gamine. Voilà, j'ai vraiment pas accroché avec elle, pas adhéré au personnage plus que ça, tous autant qu'ils sont. L'histoire, eh bien, figurez-vous que en fermant le bouquin, j'avais envie de lire la suite. Voilà, c'est peut-être le seul, vraiment, le seul positif du récit, c'est que malgré tous les défauts que je lui reproche, voilà, je suis allée au bout. Et j'avais envie de savoir, j'avais envie de tourner les pages pour voir ce qui allait se passer. Et là, ben voilà, si le tome 2 sort bientôt, ben, je le lirai bien pour voir un petit peu ce qui va se passer. J'aimerais bien avoir plus de détails, puisque à la fin, l'auteur nous dit, dans le tome 2, vous retrouverez plus d'éléments sur ça, des choses qui sont un petit peu élaborées dans ce premier tome. Donc, ouais, je suis curieuse de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais à côté de ça, j'ai trouvé que l'intrigue était très superficielle. Bon, on veut dire en 174 pages, on n'a pas le temps d'approfondir grand chose. Le bouquin fait 100 pages en version papier, je crois. J'ai trouvé que c'était trop superficiel. Vous avez un chapitre, premier chapitre, je vous dis, où elle va rencontrer les deux chevalières qui vont lui balancer de but en blanc l'affaire. Ben, en grosso modo, c'est ce que vous aurez sur les damnés. Alors, on vous balance tout d'une fois. C'est comme si on se rencontre dans la rue, je vous ai jamais vu et je vous raconte toute ma vie d'une fois. Ben, non seulement c'est pas très pratique pour retenir, mais en plus, à ce stade-là, bon, vous en foutez un peu. Voilà, on a envie de brosser les grandes lignes, mais pas de tout balancer comme ça d'une fois. J'ai trouvé que l'entrée en matière était très mal faite, surtout qu'après on n'y revient pas énormément, et puis vous avez 3 chapitres, et puis on passe 3 ans après. Pour moi, ça manquait d'approfondissement. Mais ce qui m'a vraiment pas plu, c'est le style, l'écriture que j'ai trouvé très maladroite. On sent que c'est un premier roman, mais il y a des trucs qui seraient certainement pas passés s'il y avait eu un éditeur pour revoir derrière. On trouvait le style très brouillon, très enfantin. Et pour les éléments qui m'ont choqué, il y en a eu deux qui m'ont vraiment, mais ça m'a vraiment fait monter les nerfs. Hein. Ça, je veux dire que j'étais vraiment très en colère. Le premier, c'était suite à une sorte de blague qu'un des personnages faisait en évoquant l'anorexie et le décès d'une personne. Donc déjà, moi je rigole pas là-dessus. Mais en plus de ça, parler d'anorexie, moi je trouve pas ça drôle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet qui est quand même assez grave. Hein, c'est quand même une maladie. On touche pas à l'anorexie comme ça en se disant tiens, je vais faire un brin d'humour là-dessus. Non, moi ça n'est pas passé du tout. Et le deuxième, alors là, c'était dans une scène un peu coquine, où là je me suis dit mais comment elle a pu penser qu'un truc pareil pourrait émoustiller les gens? Parce que moi personnellement, ça m'a mais déjà que les scènes, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas bien racontées au point de me provoquer des choses comme ça peut être le cas avec Fifty Shades ou encore plus avec Crossfire. Mais là, voilà, c'était bâclé, c'était pas, il y avait rien de, ouais, il y a des mots qui sont employés qui ne me plaisaient pas. Et le truc qui m'a vraiment vraiment choqué, donc pendant la scène coquine, c'était que notre mec était en train d'être avec sa copine en nous disant qu'il aimait beaucoup ça parce qu'elle avait le sexe aussi lisse qu'une petite fille. Alors, ça c'est peut-être... Non, ça passe pas. Ça ne passe absolument pas. Euh, mais non, 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 ne mélange pas des petites filles à des scènes de sexe, s'il vous plaît. C'est le truc à pas faire. Non, ça je vous assure que quand j'ai lu ça, j'ai vraiment été très choquée. Et ça m'a poursuivi pendant toute ma lecture, cette histoire. Et voilà, donc ça pour moi c'était une erreur à pas commettre. C'était pas de dire là le sexe d'une petite fille, non. Pas dans une scène, non, 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 ça passe pas. Donc voilà, donc j'ai un avis qui est assez négatif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu. Mais il y a un petit quelque chose qui s'est fait avec l'intrigue, entre notamment Dimitri et Crystal, j'en dirai pas plus. Et j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer parce que bon, la fin est quand même pleine de rebondissements, il se passe quand même pas mal de trucs. Et j'aimerais bien voir où l'auteur va nous mener. Même si je vous dis, il y a plein de défauts,
Même si ça manque d'approfondissement, même si ça pourrait être 1000 fois mieux, hein, je veux dire, eh bien il y a ce petit quelque chose qui fait que j'ai envie de lire la suite. Je ne vous le recommande pas spécialement. Si vous avez envie de le lire et vous faire votre propre opinion, bah, allez-y. Il est disponible en vente sur Amazon en format Kindle. Et sur la page fan de l'auteur, bah, vous retrouverez des gens qui ont hâte de lire la suite, qui sont impatients, qui ont beaucoup aimé. Donc mon avis n'est pas... voilà, c'est pas la majorité. Mais moi, en tout cas, il y a des choses qui m'ont pas plu, beaucoup même, mais je lirai quand même la suite parce que j'ai envie de voir où l'auteur va mener son histoire et j'ai envie de savoir ce qui va se passer entre Dimitri et Crystal. Alors, ma lecture en cours maintenant. Oui, je sais, j'essaye de pas crier trop fort parce que j'ai les loulous qui sont là, les deux, et quand ils sont là tous les deux, si je fais des petits bruits, il y en a un qui aboie, l'autre suit et on ne s'entend plus. Donc voilà, je vais quand même essayer d'aller plus vite parce que je vois que je suis déjà à 27 minutes, donc tout va bien quoi. Euh, 50 nuances plus son, donc le deuxième tome de la saga Fifty Shades de E.L. James. Je l'ai reçu samedi. J'étais bizarre parce que le facteur ne passe jamais le samedi ici. Et je pense que j'ai hurlé dans tout le magasin en criant et en sautant avec le bouquin tellement j'étais contente de l'avoir. Juste la veille de mon anniversaire, en plus, je dis pas, pour moi ça a fait un super cadeau. Et mais j'avais envie de finir ma lecture, qui était donc le livre que je viens de vous présenter, pour pouvoir lire celui-ci et me replonger un petit peu dans l'histoire de Monsieur Christian Grey. Et là, je l'ai commencé hier et je vais commencer le chapitre 6. Hier, je l'ai commencé fin de soirée, donc j'ai pu lire qu'un chapitre hier soir et j'ai lu les 5 autres ce matin, tellement. Voilà. Et franchement, je me suis arrêtée mais vraiment difficilement parce que je me dis, allez, cette fois, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles te préparer, t'habiller et tout. Mais il me tarde de me replonger dedans et je me rends de plus en plus compte que mon intérêt dans ce bouquin, c'est vraiment Grey. C'est Christian Grey, c'est lui qui fait tout, c'est Christian quoi. Même si je préfère Crossfire, je préfère Christian au niveau des garçons par rapport à Gideon. Parce que lui, il représente le gars viril, dominateur à fond. Et je crois que bah, dans cette histoire-là, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment un gars qui soit dominateur à mort. Maintenant, je sais pas du tout le contenu du livre en fait. Parce que je m'attendais pas vraiment à ça. Donc, vu la fin du tome 1, je pensais que ça allait ramer entre eux. Et là, ça rame pas du tout. Donc je me dis si déjà on en est là, qu'est-ce qu'elle va encore me raconter pendant tout ça de pages. Donc c'est ça qui me taraude un petit peu, je me pose la question. Mais c'est toujours un plaisir de le lire, c'est toujours aussi fluide, aussi simple, même si c'est pas recherché, je m'en fous. Je passe un bon moment avec les personnages, surtout avec Christian, comme je viens de vous le dire. Mais même s'il m'a déjà un peu fortement agacé, même dans son roman, dans ce deuxième tome, il essaye de faire des efforts, on le voit vis-à-vis d'Anastasia, d'essayer de coller plus à l'image du petit copain normal plutôt qu'à l'image du dominateur avec sa soumise. Mais il y a des trucs qui me sortent par les oreilles. C'est que moi, j'estime que même quand on est en couple, même quand on est avec quelqu'un qu'on aime, et même si on est jaloux, il y a quand même une part de confiance qui doit se faire et surtout de laisser à l'autre son petit espace vital sans essayer de rentrer dedans. Voilà, on doit quand même garder un petit soupçon de vie privée qui soit juste à nous et qu'on ne partage avec personne. Et voilà, moi aussi je suis jalouse, moi aussi j'aimerais bien hein, savoir un petit peu ce que fait mon chéri quand il va au boulot, mais je m'en mêle pas parce que c'est sa sphère, c'est son boulot, c'est comme son téléphone, il me viendrait pas à l'idée de prendre son téléphone et de regarder les messages qu'il a reçus. Toutes des choses comme ça, c'est pas. Je dis pas ça parce qu'il le fait. Je vous donne juste des exemples de moi, ce que je ne supporterais pas en étant en couple. Et lui, là, mais il va trop loin. C'est un moment, je vous dis, je vais vous donner un bête exemple, c'est qu'elle est étonnée parce qu'il connaît son numéro de compte, il connaît des tas de choses sur elle, qu'elle s'est dit mais comment il a eu ça. Et elle dit bon ben je vais tout te dire et il sort une farde comme ça où il y a écrit Anastasia style dessus. Ben voilà, c'est le dossier que j'ai monté sur toi avec toutes les informations que j'ai pu trouver. Je trouve ça hyper choquant. On fait pas ça quand on est en couple. On essaye de découvrir l'autre, on n'essaye pas de monter des dossiers sur l'autre. Alors maintenant, je sais que c'est un contrôle fric, qu'il a besoin de tout gérer et tout, mais là, je trouve que ça va fort loin. Et bon, il y a un autre exemple de comportement qu'il a vis-à-vis d'elle, qui moi m'a... Mais je suis restée sans voix. Je me suis dit, mais bordel, mais comment il a osé. Moi, je n'aurais pas pu tolérer une telle
une telle manière de s'immiscer dans mes affaires, j'aurais pas supporté ça. Il y a un autre truc qui fait, j'aurais pas bien pris non plus. Et je comprends les réactions d'Anastasia, donc elle a beau être la crue chaude, je trouve quand même que dans ce tome-ci, il y a des choses, voilà, moi j'aurais réagi exactement comme elle. Maintenant, on a retrouvé la déesse intérieure, hein, celle-là, il fallait bien qu'elle revienne. Donc, il y a encore ces petits discours internes entre elles. Ah, ma déesse est intérieure, est en train de faire un triple salto tellement elle est contente. Voilà, ça me bourre déjà, alors que je ne suis encore qu'au début. Mais sinon, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de le poursuivre. Alors on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais donc vous présenter les livres qui ont rejoint ma palle. Donc il y a tout d'abord 50 nuances plus sombres, le second tome de la saga Fifty Shades de E.L. James chez J.C. Lattès, avec la couverture qui est trop belle, magnifique. Franchement je trouve qu'elle est encore plus belle que celle du tome 1. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que ma petite Galéane chérie d'amour m'a envoyé pour mon anniversaire. Donc il s'agit de 2 romans et je lui fais des gros bisous. Et je t'aime ma Gale, merci beaucoup de m'avoir fait ce petit plaisir. Donc il s'agit tout d'abord de Carrément Sexy de Erin McCarthy aux éditions J'ai lu dans la collection Pour elle Passion Intense. Voilà. Donc une petite romance comme je les aime. Et rien à voir avec le premier titre, Maxime Chatham, Entre Monde ou Autre Monde, tome 1, L'Alliance des Trois, au livre de poche. Celui-là, je l'attendais. Celui-là, depuis le temps que j'ai envie de lire cette saga, parce que moi, les Maxime Chatham font peur. Tout ce qui est avec les meurtres et tout, même Jérémy m'a dit, c'est pas pour toi tout ça. Donc je me dis, ici, on est quand même dans une saga qui est un peu plus fantastique. Et j'avais vraiment hâte qu'elle sorte en Porsche, parce que je trouve que 20 € par tome, on en a 4 ou 5 qui sont sortis, ça fait un peu cher. Donc j'avais hâte que ça sorte en poche et je remercie d'ailleurs ma petite Galéane d'amour de me l'avoir offert. Voilà, alors ensuite, je vous présenterai mes cadeaux après. Je vais d'abord vous montrer les autres livres que j'ai reçus. Donc j'ai reçu Magie secrète, donc de Hervé Joubert, paru au Pré aux Clés dans la collection Pandore. Voilà, donc c'est la nouvelle collection Young Adult du Pré aux Clés. Et celui-ci me tentait énormément parce que j'ai hâte de découvrir Hervé Joubert. En fait, j'ai quelques livres de lui dans ma palle et j'ai pas encore commencé. Puis là, regardez, en plus, c'est une écriture qui est assez aérée, assez grosse, donc ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Et puis, je trouve la couverture très jolie. Voilà, alors ensuite, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté, cette année, je fais La Bûche, album Larousse, voilà. Donc, je ne sais pas, de Valérie Drouet. Voilà. Donc, ce livre m'a beaucoup servi ces derniers temps, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, je vais vous montrer les bûches que j'ai faites. Donc ça, voilà, celle-ci, c'est la bûche sorbet, ananas avec, vous avez ici, c'est de l'ananas cuit, un peu caramélisé, avec du cake qui ont trempé dans du lait de coco. Bah, je peux vous dire que c'était extra. Moi, j'avais mieux le manger chaud en fait que froid, puisqu'une fois que je l'ai mis au surgélateur, ça vraiment c'était de la brique, hein. Donc pour ouvrir c'était très pratique pour faire des tranches et recouvert de meringue italienne. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors une autre que j'ai faite, ça je l'ai faite samedi soir. Donc c'est une bûche trop chou, donc il s'agit de choux remplis de crème pâtissière. J'ai pas suivi la recette de la crème de la pâte à choux du bouquin, j'ai pris celle de mon gros livre rose parce qu'ici ils mettent que du lait. Et bon, mon tonton qui est pâtissier, il me dit quand même qu'il faut mettre de l'eau pour faire de la pâte à choux. Donc qu'il n'y ait que du lait, voilà, moi qu'on fasse 50-50, moitié lait, moitié eau, mais que du lait, ça m'a paru étrange. Donc j'ai pas suivi la recette de la pâte à choux de ce livre. J'ai suivi une autre et sinon c'était très bon. Ça c'était pas aussi joli que celle-là, c'était des choux superposés, des choux qui étaient des mastodontes en fait, vous auriez dû voir ça, c'était juste énorme, mais c'était très bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je vais vous montrer la bûche que j'ai faite. La voilà. Donc, la bûche tiramisu, avec donc une base de biscuit cacao et trempée dans du café. Et il fallait mettre du rhum selon la recette, mais moi j'ai mis de l'amaretto parce que comme j'avais ouvert une bouteille d'amaretto, je me dis je vais pas quand même encore ouvrir une bouteille de rhum. Donc c'est très bon, sauf que étant donné que je pensais que mon biscuit allait être un peu sec, je l'ai laissé un peu trop trempé dans le café, du coup ça sent fort le café et moi j'aime pas le café.
Voilà, donc sinon ici dans la base, bah, c'est de la mascarpone avec une crème montée en chantilly, des blancs d'œufs montés en neige, un peu de citron, ça donne un goût super bon, un peu de citron dans la mascarpone. Je me demande si je le retenterai pas. Mais le souci c'est quand vous la mettez au congélateur, j'ai l'impression qu'on sent plus le goût de congélation, donc froid, plutôt que le goût de mascarpone. Donc là, chaque fois, je la remets dedans parce que j'ai toujours peur que ma bûche se délite, mais j'étais assez déçue de ne pas sentir plus la mascarpone que ça. Enfin, voilà, donc ça c'est mon petit livre des bûches qui m'a déjà beaucoup servi cette année. Et je vous le conseille parce qu'il est plutôt sympa et les recettes sont plutôt faciles à faire. Et ça coûte en plus 7,99 €. Alors ensuite, je me suis encore fait plaisir. Bah, moi, je me fais tout le temps plaisir de toute façon. Je me suis pris un petit livre coquin que j'avais envie de lire parce que j'ai vu le film quand j'étais jeune. Voilà, bon, je vais vous avouer, c'est un film qui était dans la vidéothèque de mon papa. Et bah, une fois qu'il n'était pas là, et ben, je l'ai regardé. Voilà, donc il s'agit de Histoire d'eau et suivi de Retour à Roissy de Pauline Riage, paru au livre de poche. Donc pour ceux qui connaissent Histoire d'eau, donc O, c'est une jeune femme qui va se retrouver dans une relation de soumission. Et ben, j'avais bien aimé le film, malgré tout. Et ben, c'est vrai que j'ai hâte de lire un petit peu le roman. Voilà, alors on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Là, voilà, donc ma petite sœur m'a offert le deuxième tome des aventures ou des chroniques de Michael Lane. Voilà. Donc le tome de Fièvre rouge de Karen Marie Moning, paru chez J'ai lu. Autant vous dire que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc frappez-moi parce que visiblement je le mérite. Mais voilà, au moins j'ai le tome 2 et je pourrais commencer rapidement. Et ensuite un livre que j'avais trop envie d'avoir. Il s'agit de La Mafia du chocolat de Gabrielle Zevin, paru chez Albin Michel Wyss. Donc rien que le titre, ça me donne faim. Mais voilà, un bouquin que j'ai super envie de lire et j'ai vu des bons échos justement dessus. Et le dernier, c'est le cadeau de mon chéri, puisque mes parents, ma grand-mère et ma maman m'ont offert le robot. Ça comptait Noël et anniversaire. Donc mon chéri, il m'a offert... Oui, je sais, je suis folle, mais c'est mon buddy. Donc Baking with the Cake Boss, c'est donc un livre qui est, je ne sais pas paru chez qui. C'est en anglais, donc c'est un livre de cuisine avec les recettes de mon buddy chéri d'amour, mon Cake Boss. Il y a toutes ces recettes, quelques recettes, donc c'est par rapport à comment on fait pour bien glacer un gâteau, comment on fait pour faire des petites décorations, comme par exemple ici pour un cake pour la Saint-Valentin. Ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin du roman, il met diverses manières de remplir les gâteaux, donc avec pas uniquement de la crème au beurre, il met d'autres choses comme chocolate fudge frosting, vanilla frosting, toutes des choses comme ça, les diverses combinaisons de cake, donc le sponge, vanilla sponge shake, je vais y arriver, le vanilla sponge cake, le chocolate cake, le white chiffon cake, chocolate chiffon, je ne sais pas ce que c'est que le chiffon, celui-là je ne sais pas ce que c'est, carrot cake et red velvet cake, il y a plein de choses comme ça. Et plein de petites trucs déco. Et il y a aussi des recettes que j'ai envie d'essayer particulièrement, normalement les cannolis, donc qui sont une spécialité italienne que j'avais trop envie de goûter depuis que je voyais qu'il les faisait dans son émission. Donc voilà. Maintenant, ça va être plus compliqué pour cuisiner avec celui-ci puisque je dois préalablement traduire les recettes avant de m'y coller. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir mon Baking with the Cake Boss. Et bien voilà, je vais refermer ici cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré sa longueur. Je vous retrouve très bientôt pour le top 10 des meilleurs livres de mon année 2012 ainsi que mon top déception. Je ne sais pas encore combien de romans, je t'en ferai peut-être que 5. On verra bien. Donc je devrais tourner cette vidéo-là normalement ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin du lundi. Comme cette semaine, je suis pas sûre de le faire le 31. Peut-être le mercredi comme aujourd'hui. Et bien d'ici là, moi je vous souhaite de très bonnes lectures. Pour ceux qui sont en congé comme moi, ben, je vous souhaite d'en profiter également. Hein, même si moi je devrais quand même aller travailler un petit peu, j'espère bien que j'arriverai à rattraper tout mon retard sur mon blog. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo du top 10 et à la semaine prochaine pour la vidéo du bulletin du lundi. Ciao!